auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Voilà, messieurs, dames, vous regardez la télévision Tambara. Nous sommes lundi 10 octobre 2022 et il est 20h15. Bienvenue à cette grande édition que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, point de presse animé ce 10 octobre 2022 à la salle de presse de Mahatma Gandhi. Un point de presse animé par la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes par rapport à la grande conférence qui sera organisée des chefs d'État et de gouvernement bientôt au Niger. Le compte rendu est signé Salima et Abdel Nasser Abdou. Faciliter l'industrialisation du continent africain qui est une aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Tel est l'objectif principal du point de presse animé ce matin par la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes sur la préparation de la semaine de l'industrialisation et du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la diversification économique et la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'objectif principal, c'est de mettre l'accent sur les leviers qui peuvent booster l'industrialisation en Afrique, afin de proposer des solutions en droite ligne avec le plan de développement industriel de notre continent. Plus spécifiquement, l'Union africaine a retenu 4 objectifs principaux. Le premier, c'est la mise en évidence de la détermination et de l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation. Le second, c'est la mobilisation de l'élan politique, des ressources, des partenaires et des alliances souhaitées en faveur de l'industrialisation de l'Afrique et permettre aussi l'évolution d'une base d'entreprises et de capitaux panafricains dynamiques qui ouvrira la voie à une industrialisation inclusive et durable et qui va entraîner la participation de tous les agents économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, les jeunes et les femmes. Par rapport à la ZLECAf, c'est aussi de permettre aux champions de la ZLECAf, d'une part, de faire le rapport sur le processus pendant ce sommet-là, donc le processus de la ZLECAf, et ce qui concerne le commerce des marchandises et le commerce des services, et d'autre part, de présenter l'état d'avancement des négociations en matière d'investissement et de propriété intellectuelle, et ensuite de la politique de la concurrence dans notre continent. Les résultats attendus de ce sommet, c'est le renouvellement d'une part de la détermination et de l'engagement politique de haut niveau, c'est-à-dire au niveau des décideurs, en vue d'accélérer l'industrialisation de notre continent et parallèlement de faire avancer les dispositifs de la ZLECAf. Le second résultat, c'est la prise de décision politique en faveur d'une consultation intersectorielle élargie qui sera dirigée par l'Union africaine afin d'établir un cadre stratégique pour l'industrialisation du continent et actualiser bien sûr ce cadre stratégique, le rendre réalisable et axé sur le résultat. Le troisième résultat,
c'est de sortir un accord sur un pacte entre les gouvernements et les secteurs privés africains, plus le monde universitaire et la société civile, pour permettre d'obtenir des décisions politiques souhaitées et alignées. Permettre aussi de capter les investissements et permettre surtout, ou parallèlement, d'avoir un capital institutionnel et humain qui va être dédié à l'industrialisation de notre continent et stimuler les perspectives de mise en œuvre de la ZLECAf. Et enfin, il y aura l'adoption des protocoles sur l'investissement, sur les droits de la propriété intellectuelle et sur la politique de concurrence. A rappelé que plusieurs questions ont été posées par les journalistes auxquelles la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a apporté des éclaircissements toujours par rapport à cet événement à l'échelle internationale qui se tiendra au Niger pendant le mois de novembre 2022. Voilà, messieurs, dames, c'était là un élément du point de presse animé par la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes par rapport au sommet extraordinaire des chefs d'État, membres du gouvernement et membres de la ZLECAf qui sera organisé à Niamey au Niger dans les jours à venir. Suite de cette édition, clôture ce dimanche 9 octobre 2022 au Palais des Congrès de Niamey de la 3e édition du Symposium de la jeunesse et de la diaspora, un symposium qui s'est achevé par une formation de Innovatech Solutions par rapport au leadership. Suivez plutôt. Diriger avec l'intelligence émotionnelle, tel a été le thème choisi pour cette formation initiée par Innovatech Solutions par le biais de sa présidente directrice générale, marquant ainsi la 3e journée et en même temps la clôture de la 3e édition du Symposium de la jeunesse et de la diaspora. Au cours de cette formation, ces participants ont eu droit à un développement profond sur comment développer son intelligence émotionnelle ou encore comment maîtriser ses émotions, ou comment manager en utilisant du leadership, également comment manager en utilisant son intelligence émotionnelle, pour ne citer que cela. Un brillant exposé qui a suscité la réaction des participants à travers les questions-réponses qui ont été du tic au tac. Ma question est la suivante. Pensez-vous que l'intelligence émotionnelle est une chose qui peut s'acquérir du jour au lendemain ou bien c'est un travail qui se réalise à long terme? Voilà ma question. Hein? Il y a peut-être la plupart qui ont cette prédisposition dès leur naissance, hein? C'est un peu comme le leadership, mais c'est vraiment à travailler. Voilà, c'est à travailler. Ma question est la suivante, en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle et le stress. Comment peut-on gérer ce deux en même temps? Le stress est quelque chose de négatif. Alors, on va devoir utiliser cette intelligence émotionnelle pour gérer notre stress, c'est-à-dire plus atténuer l'effet que ce stress a sur les autres. En quoi faisant? Par exemple, dans un environnement de travail, une façon très simple, quand je suis manager, j'ai des collaborateurs, donc une équipe que je gère. Le matin, je peux prendre les bonnes habitudes d'aller tâter le pouls, c'est-à-dire dire bonjour, être le premier comme manager à venir dire bonjour à mon équipe. Déjà, détecter les humeurs des uns et des autres. J'ai forcément ceux qui sont venus d'une mauvaise humeur parce qu'il y a plein de choses. Ils ont ramené leur stress de chez eux, le côté familial au boulot. Donc ça, je vais développer un côté gestionnaire de ressources humaines pour aider cette personne. Dire, viens, autour d'un café, on peut en parler. Je t'invite à prendre un café ce matin. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas de bonne humeur, vous voyez? Donc là, c'est son côté empathie qui parle, c'est son côté bienveillant de manager qui veut aider cet employé. Là, donc, c'est une façon d'atténuer le stress. On a également un autre cas de figure qu'on peut voir, par exemple, quand on est sur un projet stratégique avec beaucoup de pression, il y a beaucoup d'êtres humains à gérer. Donc, un gestionnaire de projet ou gestionnaire de programme, qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple? Quand ils voient souvent, il y a deux qui ne veulent pas travailler ensemble sur le même mandat, parce que des fois, il y a ça, les affinités, il y a ceux qui veulent toujours être ensemble, il y a un autre qui repousse un binôme. Donc, il peut également, individuellement, prendre l'avis de chacun, aller rencontrer chacun individuellement, dire qu'est-ce qui ne va pas, chacun va dire pourquoi il ne veut pas travailler avec l'autre, et il prend du recul, lui, en tant que gestionnaire de projet, il essaie de trouver la meilleure solution, soit qu'il change, qu'il leur change de binôme ou de tâche, ou bien carrément qu'il amène une troisième personne à pouvoir collaborer avec eux.
Donc il y a beaucoup de techniques. Le micro là, faites circuler. Allez-y madame. Qu'est-ce qu'un bon manager? Qu'est-ce qu'un bon manager? C'est un manager déjà, hein, qui est bienveillant. Donc il va mettre l'humain au cœur de son management. Deuxième, c'est également un manager qui est regardant sur les résultats. Il a l'obligation de résultat, il est orienté résultat, mais il ne va pas stresser son équipe sur l'atteinte de ce résultat. Il va donner les moyens, il va aider l'équipe avec son leadership à aller atteindre ce résultat. Donc un bon manager, c'est un manager qui est bienveillant, empathique, leader. C'est en fait un langage plus terre à terre. Moi j'aime mieux dire un manager efficace au lieu de dire un bon manager. Bonjour madame, merci pour votre présentation. J'aimerais savoir, vous avez dit qu'un leader est un influenceur. Est-ce qu'un influenceur peut être un bon leader? La capacité d'influencer, de guider, de mener. Hein? C'est un influenceur. Un leader, il influence. Un leader dans une équipe, comment ça se traduit chez un manager? Un manager leader, c'est un manager qui tire son équipe vers le haut, qui leur donne les moyens, qui accomplit avec eux, qui leur donne la latitude de décider, hein, d'être en force de proposition. Un leader, c'est un influenceur. Un aperçu général a été fait par la formatrice en question. Donc, je viens d'animer une formation sur l'intelligence émotionnelle, surtout plus comment diriger avec l'intelligence émotionnelle. Alors, les points forts, c'est justement amener les managers à prendre conscience que ce soft skills peut énormément les aider à mieux gérer leur équipe et également, couplé à du leadership, ils peuvent avoir l'efficacité escomptée. Moi, je dirais oui, parce que eu l'engouement des participants, les questions, et également, ils pourront tirer profit de comment utiliser cette intelligence dans leur management, en mettant l'humain au cœur de leur management et puis en utilisant le leadership pour être orienté résultat. Je dirais qu'ils ont eu les notions de base, maintenant les techniques et tout qui leur sont partagées, ils devront être coachés dans la mise en œuvre. Initiative à encourager, cette troisième édition du symposium de la jeunesse et de la diaspora s'est achevée par une note très satisfaisante. Beaucoup de participants sont rentrés chez eux édifiés avec un bagage intellectuel qui leur servira dans leur vie de tout. C'est de cette édition qui tombe pour 551 km de la ville de Niamey à présent, Tawa, qui a également fêté le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Le point avec nos correspondants de la ville de Tawa, suivez plutôt. La fête des Moulouds correspondant à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été célébrée dans la ville de Tawa. Plusieurs sites de prêche slogans le louange du prophète ont été visités par une forte délégation de la ville de Tawa, à leur tête le premier vice-maire du conseil de ville de Tawa. À chaque étape visité, la paix, la cohésion sociale, le développement des activités économiques et l'hivernage fécond étaient les mots forts du secrétaire général de la ville de Tawa. Comme à l'accoutumée, nous sortons chaque fois pour célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au nom du président du conseil de ville empêché, nous avons pu sillonner un certain nombre de médersa. Donc nous étions à Toudon Adoum chez Malam Marabou. De là-bas, on a fait un saut à Wadata, donc chez Malan Namadi. Et voilà, maintenant, en dernier ressort, nous nous trouvons ici chez Malan Jafar pour célébrer dans la communion ensemble la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a trouvé vraiment des fidèles nombreux qui ont pu assister à cette grandiose cérémonie et qui marque cette naissance-là. Et à l'occasion, vous avez vu et les marabouts et le staff de la ville, les autorités de la ville. En tout cas, dans leur message, toujours c'est le message de paix et de sécurité, vraiment pour notre pays. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, nous vivons dans une situation d'insécurité vraiment grandiose et qu'avec l'aide des oulémas, des marabouts, nous implorons toujours notre message, c'est de faire en sorte que vraiment la sécurité règne dans le pays, au Niger et plus précisément dans notre région, pour que Dieu fasse en sorte qu'il nous gratifie d'un livrage fécond et qu'il assure vraiment la sécurité des gens et des autres. Et vous avez vu vraiment tout le message qu'il est de part et d'autre. C'est toujours la sécurité, la paix, la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Aucun développement ne peut se réaliser sans la paix.
Donc vraiment, je pense bien que c'est ça le message qui nous a vraiment guidés à venir et que nous sensibilisons toujours la population chaque fois qu'il y a une activité ou une cérémonie de ce genre-là, qu'on puisse vraiment faire en sorte qu'on sensibilise la population, qu'on implore de Dieu pour que vraiment la paix règne dans le pays. À noter que 5 sites de prêche ont été visités par les responsables de la ville de Tawa. Voilà l'actualité hors de chez nous à présent. Des assises nationales seront organisées bientôt au Burkina Faso pour désigner le prochain président de la transition. Plus de précisions dans ce reportage de Euronews. Suivez plutôt. Des assises nationales sont prévues à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, les 14 et 15 octobre prochains, avec pour but de désigner le prochain président de la transition avant l'organisation d'élections programmées en 2024. Elles rassembleront les forces vives du pays. Le capitaine Ibrahima Traoré, qui se charge d'expédier les affaires courantes, avait demandé vendredi le soutien du corps diplomatique dans cette période de transition trouble marquée par des assauts de l'ennemi. Samedi, militaires et civils s'étaient rassemblés dans le camp Sangoulé Lamizana pour rendre un dernier hommage aux militaires tombés sur la route menant à Djibo. Le terrorisme rend les choses difficiles pour le peuple burkinabé, explique cet homme. Nous sommes avec le nouveau président et nous prions que Dieu l'assiste et aussi nous cherchons des équipements et du personnel pour que nous nous en sortions. 27 soldats sont morts à Gaskindé dans le nord du pays et 10 civils. Plusieurs transporteurs sont toujours portés disparus. Ce convoi de ravitaillement de plus de 200 camions a été attaqué par Al-Qaïda le 26 septembre dernier. Ces terroristes amplifient leur contrôle sur un peu plus de 40% de ce territoire. Cet assaut des djihadistes est considéré comme étant l'élément déclencheur du second coup d'État dans le pays des hommes intègres qui a vu Ibrahima Traoré succéder à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà, au Tchad à présent, où le président Mamad Déby Idriss a prolongé de 2 ans la transition avant les élections prochaines dont il sera candidat. Suivez plutôt cet élément de France 24. Le grand vainqueur de ce dialogue national souverain et inclusif, c'est bien lui, Mahamad Déby. L'Assemblée entérine son maintien à la tête du pays pour une période de transition de 2 ans, au terme de laquelle il pourra se présenter à l'élection présidentielle. Au moment où les travaux du dialogue national souverain et inclusif s'achèvent, je dois réitérer ici mon appel incessant à la paix pour faire en sorte qu'elle s'oppose toujours à la logique des armes et de la violence sans lendemain. Mahamad Déby a été proclamé par l'armée président de la République tchadienne le 20 avril 2021, le jour du décès de son père, Idriss Déby, resté 30 ans au pouvoir à la tête du Tchad et mort au front, en affrontant l'un des principaux groupes rebelles du pays. Les militaires tchadiens s'étaient alors engagés à assurer une période de transition de 18 mois maximum, au terme de laquelle se tiendrait une élection présidentielle à laquelle Mahamad Déby avait promis de ne pas se présenter. Plusieurs groupes de l'opposition politique et de la société civile ont boycotté les travaux du dialogue national. Une alliance de groupes rebelles a fustigé un carnaval pour légitimer une succession dynastique. D'autres rappellent le chef de l'État tchadien à ses engagements. Mahamad Déby avait fait la promesse de ne pas se présenter à l'élection après la transition. Et c'est sur cette base qu'il avait été adoubé par la communauté internationale. Parmi les autres conclusions du dialogue national, la dissolution du Conseil militaire au pouvoir et son remplacement par un gouvernement de réconciliation, mais aussi la libération de certains rebelles. Et enfin, explosion du pont qui relie la Crimée à la Russie, beaucoup de dégâts matériels, mais également 3 décès enregistrés. Suivez toujours ce compte rendu de France 24. C'est un coup majeur porté à l'un des emblèmes de la présence russe en Ukraine. Ce pont qui relie la Russie à la péninsule de Crimée
éventrée. 2 des 4 voies de circulation tombées à l'eau. Et sur la voie haute, en feu, des citernes transportant du carburant. À 6 heures ce matin, seuls quelques véhicules circulent. Quand une gigantesque explosion survient. Au moins 3 personnes y perdent la vie. À quelques minutes près, cet automobiliste qui filme a échappé au pire. Waouh, ça brûle! Les citernes du train brûlent. La route est détruite. Je pense que je ne vais pas pouvoir rentrer à la maison. Quelques heures plus tard, les enquêteurs russes dépêchés sur place évoquent un attentat organisé avec un camion piégé. Les enquêteurs ont identifié le véhicule et son propriétaire. Il s'agit d'un habitant de la région russe de Krasnodar. Une enquête a été ouverte sur son lieu de résidence. Pour Vladimir Poutine, le pont de Kertch est le symbole même de sa reconquête de l'Ukraine. En 2014, la Crimée, territoire ukrainien, est annexée par Moscou. Vladimir Poutine lance aussitôt la construction de cet axe stratégique. 4 ans plus tard, il inaugure le pont lui-même, en grande pompe, pour entériner une annexion que la communauté internationale n'a jamais reconnue. Sans ce pont, impossible d'acheminer le matériel militaire et le carburant au plus près du front sud. À Kiev aujourd'hui, les Ukrainiens ironisent ouvertement sur les déboires du président russe. Je m'attendais à ce que quelque chose se passe, parce qu'hier, c'était les 70 ans de Poutine. J'attendais donc un cadeau de l'armée ukrainienne. Et c'est arrivé. Resté silencieux aujourd'hui, le président russe a signé un décret spécial renforçant les contrôles d'accès au pont de Kertch. Ce soir, les circulations routières et ferroviaires ont partiellement repris. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi 10 octobre 2022 sur le Miroir de la Femme Tambara. Les programmes continuent sur votre radio et télé de proximité. Au revoir et que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.